Courbet versus Vendôme, nouvelle de Nadia Chiari, issue du recueil Vive la Commune, aux éditions du Caïman. Biographie. Souvent, les gens résument l'œuvre de Gustave Courbet, 1819-1877, à une vulve en gros plan. L'origine du monde a presque éclipsé la carrière artistique et l'engagement politique de l'artiste durant la Commune de Paris. Accusé d'avoir ordonné la destruction de la colonne Vendôme, il subira un acharnement judiciaire qui le poursuivra jusqu'à la fin de sa vie d'exilé en Suisse. Amusant de penser que la colonne Vendôme, symbole napoléonien, monument belliqueux de la propagande monarchiste, que cette érection phallique ait défoncé la vie du peintre de la foufoune la plus célèbre du monde. Né à Ornans dans une famille plutôt aisée grâce à un père propriétaire terrien, il est encouragé dans sa vocation artistique, même si ses parents rêvent de le voir intégrer Polytechnique. Mais il est nul en maths. Lorsqu'à 20 ans, il quitte les études de droit qu'il suit à Paris, ses parents continuent à lui verser une pension. À cette époque-là, il se dit fouriériste, influencé par le philosophe dont l'idéal associe le capital, le travail et le talent. En 1839-1840, il s'investit totalement dans la peinture, copie les grands maîtres du Louvre, Rembrandt, Velázquez, Holz, etc., squatte les ateliers de peinture et essaye d'exposer son travail en étant sélectionné au Salon, exposition annuelle de peinture et sculpture agréée par l'Académie des Beaux-Arts. Seulement, le jeune Courbet autodidacte et fier de l'être ne correspond pas aux critères de la très sélective Académie, divisée entre les idéalistes, les intégristes, et les romantiques, disciples de Delacroix. Ne rentrant dans aucun moule, il essuie refus sur refus, sauf en 1842, avec l'autoportrait au chien noir. Ce n'est qu'en 1848, dans la foulée de la Révolution qui met fin à la monarchie de Juillet, que les membres du jury du Salon acceptent enfin d'exposer 3 de ses dessins et 7 toiles. Courbet suit de loin les batailles sanglantes entre les Républicains et la Garde nationale, et rassure ses parents dans une lettre. « Je ne me bats pas pour 2 raisons. D'abord, parce que je n'ai pas foi dans la guerre au fusil et au canon, et que ce n'est pas dans mes principes. Voilà 10 ans que je fais la guerre de l'intelligence. Je ne serais pas conséquent avec moi-même si j'agissais autrement. La seconde raison, c'est que je n'ai pas d'armes et ne puis être tenté. » La rencontre avec son mécène Alfred Bruyas, au début des années 1850, lui permet de vivre de son art. La reconnaissance lui vient aussi de l'étranger. Enfin, peintre indépendant de l'État, il cesse de vouloir plaire aux membres du jury et aux critiques réactionnaires. Sa peinture change à ce moment-là et il donne un nom à son style. Le réalisme. Courbet considère que sa peinture vise à introduire la démocratie dans l'art, et que le réalisme est par essence l'art démocratique. Émile Zola dira qu'il voulait peindre en pleine viande et en plein terreau. Le tableau qui représente le plus cette rupture, que Proudhon considère comme le premier tableau socialiste, est l'enterrement, tableau historique d'un enterrement à Ornans, 1850-1851. Le format et le sujet du tableau provoquent le scandale. En effet, selon les règles strictes de l'Académie, les grands formats sont réservés aux sujets nobles. Scènes religieuses, mythologiques ou historiques. Un critique de l'époque du Pays décrit l'œuvre comme étant un amour du lait endimanché. Le peintre reçoit malgré tout la médaille de 2e classe au Salon de 1851. Il se rapproche durant cette période de Proudhon, franc-comtois comme lui, dont il peint une série de portraits et réalise un buste. Il le visite à la prison de Saint-Pélagie où le philosophe est détenu de 1849 à 1852 pour offense au président de la République. Les années 1850-1860 sont fastes pour Courbet. Il enchaîne les commandes, est courtisé dans les capitales européennes et se permet même de bâtir le pavillon du réalisme à ses frais pour exposer son travail lorsque celui-ci est refusé par le Salon. Cette notoriété et la reconnaissance du milieu artistique, après avoir essuyé les méprisantes critiques de ses débuts, lui donnent confiance en lui. Il enchaîne les provocations picturales. En 1863, il peint le Retour de la Conférence, représentation d'une clique d'ecclésiastes bourrés se dandinant sur une route de campagne. L'œuvre est non seulement refusée par le Salon pour cause d'outrage à la morale religieuse, mais est aussi refoulée au Salon des refusés. La peinture a disparu, sans doute achetée dans le but d'être détruite. Le cercle d'amateurs grandit et les critiques sont élogieuses. Émile Zola explique ce changement de perception du public. Au temps de la baigneuse et du convoi d'Ornans,
Courbet prêtait à rire. Courbet était lapidé par le public scandalisé. Aujourd'hui, personne ne rit, personne ne jette des pierres. Courbet a rentré ses serres d'aigle, il ne s'est pas livré entier, et tout le monde bat des mains, tout le monde lui décerne des couronnes. Néanmoins, le surintendant des Beaux-Arts, Nieuwerkerk, n'est pas fan de l'artiste et lui promet qu'il n'obtiendra aucune place tant qu'il sera là. Dans une lettre à Juliette, sa sœur, datant du 6 avril 1866, Courbet s'en tape. « Je ne veux ni peu ni beaucoup faire partie de cette bande malgré la fortune énorme que ça pourrait me rapporter. Du reste, ils n'en ont plus que pour 1 ou 2 ans. » Intuition ou espoir? Au début des années 1870, la réputation de Courbet est établie. Il est même nommé chevalier de la Légion d'honneur le 18 juin 1870. Consécration pour l'artiste? Pas du tout. Pour Courbet, l'honneur n'est ni dans un titre, ni dans un ruban, mais dans les actes et dans le mobile des actes. Il refuse ces décorations et l'explique dans une lettre. « Mon sentiment d'artiste ne s'oppose pas moins à ce que j'accepte une récompense qui m'est octroyée par la main de l'État. L'État est incompétent en matière d'art. Quand il entreprend de récompenser, il usurpe sur le droit public. Son intervention est toute démoralisante, funeste à l'artiste, qu'elle abuse sur sa propre valeur, funeste à l'art, qu'elle enferme dans des convenances officielles et qu'elle condamne à la plus stérile médiocrité. La sagesse pour lui est de s'abstenir le jour où il nous aura laissés libres. Il aura rempli vis-à-vis de nous tous ses devoirs. » Quelques jours plus tard, le peintre rencontre Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République française. Dans les fragments de mémoire laissés par l'artiste, on retrouve des extraits de la conversation qu'il tient avec lui, qui ordonnera le massacre du 21 mai 1871. Courbet prône la République et Thiers ne partage pas du tout ses sentiments en déclarant « Je ne puis pas comprendre qu'un artiste puisse être républicain. Ce n'est pas votre monde. » Ce à quoi je répondis que je n'appartenais à aucune classe dans la société, que je n'appartenais qu'à l'idée et que lorsque j'avais raison en me manifestant, j'avais toutes les classes pour moi. Mais qu'indépendamment de cela, malgré la persécution de l'Empire à mon égard, j'avais fort bien vécu tout ce temps, tout en lui tenant tête ouvertement, sans dévier d'une ligne de mes principes, avec mes 6000 républicains. Nous causâmes encore longtemps, sans nous entendre sur la République. À la chute du Second Empire, Courbet reste à Paris et son engagement est total. Il est nommé président de la surveillance générale des musées français, appelée également Commission des Arts, et participe au gouvernement de la Défense nationale. Dès le 4 septembre 1870, lors de la proclamation de la République jusqu'au 28 mai 1871, lors de la Semaine sanglante, il est de tous les fronts. Et il le paiera très cher. Son rôle est de veiller à ce que les œuvres d'art soient en sécurité et de protéger les musées durant l'encerclement de Paris par les Prussiens. Il donne une de ses toiles lors d'une loterie dans le but d'offrir un canon à la Défense nationale pendant le siège de Paris. Le symbole napoléonien de la colonne Vendôme dérange beaucoup de communards et Courbet porte leur parole dans le bulletin officiel de la municipalité de Paris où il écrit « Attendu que la colonne Vendôme est un monument dénué de toute valeur artistique, tentant à perpétuer par son expression les idées de guerre et de conquête qui étaient dans la dynastie impériale, mais que réprouve le sentiment d'une nation républicaine, le citoyen Courbet émet le vœu que le gouvernement de la Défense nationale veuille bien l'autoriser à déboulonner cette colonne. » Déboulonner et non pas détruire. Contrairement aux accusations portées contre lui lors de son procès, il ne souhaite pas faire disparaître le monument, mais le déplacer aux Invalides, tout en récupérant une partie du métal pour l'hôtel de la Monnaie. Son appel reste vain jusqu'au 12 avril 1871, date à laquelle l'Assemblée de la Commune vote le projet, mais ordonne la destruction de la colonne. La Commune de Paris, considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l'un des 3 grands principes de la République française, la fraternité décrète, article unique, la colonne Vendôme sera démolie. Dans un pamphlet politique critiquant Napoléon III, Karl Marx, en 1852, prédit l'effondrement du monument. Mais si le manteau impérial tombe finalement sur les épaules de Louis Bonaparte, la statue de bronze de Napoléon tombera de la hauteur de la colonne Vendôme. Le 18 mars 1871, Gustave Courbet décide de lancer un appel aux artistes, fait un état des lieux des travaux de la Commission des Arts et souhaite réorganiser l'institution des Beaux-Arts. Son but est d'émanciper l'artiste de l'État,
des académies et prône son émancipation de toute tutelle et de tout privilège. Le 6 avril 1871, la Commission des arts se mue en Fédération des artistes. Courbet appelle les artistes à se réunir et publie ce texte. Aujourd'hui, j'en appelle aux artistes, j'en appelle à leur intelligence, à leurs sentiments, à leur reconnaissance. Paris les a nourris comme une mère et leur a donné leur génie. Les artistes, à cette heure, doivent par tous leurs efforts, c'est une dette d'honneur, concourir à la reconstitution de leur état moral et au rétablissement des arts, qui sont sa fortune. Par conséquent, il est de toute urgence de rouvrir les musées et de songer sérieusement à une exposition prochaine. Que chacun dès à présent se mette à l'œuvre, et les artistes des nations amies répondront à notre appel. Les 3 principaux axes de cette organisation sont la conservation des trésors du passé, la mise en œuvre et en lumière de tous les éléments du présent, et la régénération de l'avenir par l'enseignement. Le projet de la Fédération est de donner à l'art son rôle social et de privilégier l'autogestion. Enseigner l'art dès l'école primaire, ne plus financer les institutions représentant l'art officiel des régimes précédents, et même de retirer les budgets de secours et encouragement destinés aux artistes. C'est dans le grand amphithéâtre de l'école de médecine, le 15 avril, que la réunion des artistes provoquée par Courbet et autorisée par la Commune se déroule. Même si une grande majorité d'artistes ne sont pas à Paris, il y a beaucoup de monde, mais peut-être pas assez. Le 22 avril, le journal officiel publie la liste des élus de cette fédération, où figurent les noms de Manet et Daumier, qui n'étaient même pas présents à Paris. D'ailleurs, le peintre Millet proteste officiellement contre cette nomination sans son approbation, et 6 autres artistes décident de démissionner. L'un d'entre eux explique ce choix. Ce n'est pas quand nos confrères sont absents, quand tous les amateurs sont éloignés de Paris, que des artistes peuvent sérieusement songer à formuler librement leur constitution ou à organiser une exposition. En effet, il n'y a que 290 votants. Courbet obtient 274 voix et présidera donc cette fédération. Vu le nombre assez faible de votants, les nouveaux élus, aucune femme n'est nommée, promettent 2 jours plus tard, dans un article paru dans le journal La Sociale, qu'ils chercheront les moyens les plus efficaces de convoquer à nouveau tous les artistes électeurs et à déposer leur mandat aussitôt que les circonstances permettront d'espérer un vote plus complet. Quelques jours après son élection, Courbet revient une fois de plus sur le décret concernant le déboulonnement de la colonne Vendôme. Son vœu le plus cher ? Remplacer ce symbole par un génie représentant la révolution du 18 mars. Fin avril 1871, le peintre, élu le 16 avril dans le 6e arrondissement du Conseil de la Commune, fidèle à son autonomie d'esprit, vote contre l'adoption d'un comité de salut public. Il préfère le nom de « comité exécutif » et explique son choix par ses arguments. « Je désire que tous les titres et mots appartenant à la Révolution de 89 et 93 ne soient appliqués qu'à cette époque. Aujourd'hui, ils n'ont plus la même signification et ne peuvent plus être employés avec la même justesse et dans les mêmes acceptions. Les titres « Salut public »,« Montagnard »,« Girondin »,« Jacobin » ne peuvent être employés dans ce mouvement socialiste républicain. Cela me semble d'autant plus évident que nous ressemblons à des plagiaires et nous rétablissons à notre détriment une terreur qui n'est pas de notre temps. Employons les termes que nous suggère notre révolution. Au même moment, il écrit à ses parents une longue lettre enfiévrée, où, fier de lui, il énumère les diverses fonctions qu'il cumule au sein de la commune. Président de la Fédération des artistes, membre de la commune, délégué à la mairie, délégué à l'instruction publique. Il est introduit dans les affaires politiques jusqu'au cou. Pour lui, Paris à ce moment-là est un vrai paradis. Point de police, point de sottise, point d'exaction d'aucune façon, point de dispute. Paris va tout seul comme sur des roulettes. Il faudrait pouvoir rester toujours comme cela. En un mot, c'est un vrai ravissement. Mais cet enthousiasme ne dure pas. Courbet est scandalisé par l'arrestation de Gustave Chaudet, son ami et avocat, également ami et avocat de Proudhon, alors adjoint au maire de Paris, accusé, sans preuve, de porter une part de responsabilité dans la fusillade contre les gardes nationaux le 22 janvier 1871, sur la place de l'Hôtel de Ville. Chaudet sera exécuté en tant qu'otage durant la semaine sanglante par Raoul Rigaud. Le 17 mai, alors que la situation militaire est grave, les discussions portent sur le retour de la minorité. L'artiste, désireux de revenir à l'ordre du jour, déclare « Il m'est impossible de rester à la tête de mon arrondissement. Je ne puis obtenir de renseignements de la délégation de la guerre, si bien que mon conseil municipal a donné sa démission. Je viens d'être prévenu que 3 bataillons vont venir attaquer le séminaire de Saint-Sulpice cette nuit. Étant responsable de mon administration,
Je ne puis rester davantage en butte aux tracasseries du comité central. Il est quand même présent au conseil du 21 mai en tant qu'assesseur, sans imaginer le massacre qui commence ce jour-là. La parenthèse enchantée de la commune finit et la semaine sanglante démarre. Très vite, le 7 août, un procès orchestré par un conseil de guerre se tient dans le manège des grandes écuries à Versailles. Les membres de la commune y sont jugés. Gustave Courbet se cache dans Paris et se rase la barbe pour ne pas être reconnu. Mais rien à faire. Il est arrêté et condamné pour la destruction de la colonne Vendôme. Il est le bouc émissaire idéal, le vandale rêvé, et les propos haineux fusent. De quel accouplement fabuleux d'une limace et d'un paon peut avoir été générée cette chose qu'on appelle Monsieur Courbet ? S'interroge Alexandre Dumas fils. De quelle mixture de vin, de bière de mucus corrosif et d'œdème flatulent a pu pousser cette courge sonore et poilue, ce ventre esthétique, incarnation du moi imbécile et impuissant ? Cette indignation sélective était déjà critiquée par Philippe Burti dans Le Rappel du 25 avril. Pendant ce temps, les artilleurs bombardent avec sérénité l'Arc de Triomphe et pilent ses bas-reliefs. L'Institut qui envoyait à l'Europe de platoniques protestations contre les obus prussiens garde aujourd'hui le silence et trouve tout naturel qu'un des plus robustes spécimens de l'école de sculpture de 1830 périsse sous la mitraille de l'ordre. Pendant le procès, afin de se disculper, Courbet adopte un système de défense logique. Le décret sur la démolition de la colonne Vendôme, 12 avril, est antérieur à son élection, 16 avril. Son avocat plaide sa cause en le faisant passer pour un idiot. Le procureur l'accuse de faiblesse de jugement. Il est quand même condamné à 6 mois de prison et 500 francs d'amende. Sans oublier les frais de procédure s'élevant à 6 850 francs. Mais ce n'est que le début de ses emmerdes. Il purge sa peine dans la prison de Saint-Pélagie et dans une clinique à cause des hémorroïdes dont il souffre. Dans une lettre à ses parents, il leur fait part de son incompréhension, de son sentiment d'injustice. « J'ai été condamné à 6 mois de prison. Je ne sais toujours pas pourquoi. Ces gens-là veulent donner une satisfaction au public. Lorsqu'on a eu prouvé que je n'étais en rien pour la destruction de la colonne, ils ont maintenu quand même que j'y avais participé, malgré les assertions des accusés eux-mêmes. Et malgré le décret qui avait été rendu avant mon entrée à la commune. Sa situation reste malgré tout assez supportable comparée au massacre, aux condamnations à mort ou au bagne de beaucoup de communards. De sa prison, il écrit à une amie franc-comtoise. « Nous sommes 200 000, tant morts que vivants. Des dames, des femmes du peuple, des enfants de tout âge, à la mamelle même, sans compter les enfants abandonnés vaguant dans Paris, sans père ni mère, emprisonnés par milliers chaque jour. » En mars 1872, il est enfin libéré et part chez un ami à Ornans. Mais l'acharnement du pouvoir ne cesse pas. En mai 1873, le nouveau président, le maréchal de Mac-Mahon, décide de reconstruire la colonne Vendôme. Et c'est Gustave Courbet qui doit payer les frais des travaux qui s'élèvent à 323 091 francs or. Sachant qu'un franc de l'époque équivaut à 3,27 €, la dette dépasse le million d'euros. Il négocie un paiement de 10 000 francs par an pendant 33 ans. À sa mort, il n'aura même pas payé sa première traite. Ses amis et familles sont surveillés, ses biens sont séquestrés et ses toiles confisquées. La peur d'être à nouveau emprisonné le pousse à l'exil en Suisse chez un ami, en attendant une amnistie générale. Il continue à peindre, mais sa santé s'affaiblit à cause de sa grande consommation d'alcool. Il coupe l'absinthe avec du vin blanc. Sa cirrhose s'aggrave et il meurt d'hydropisie à 56 ans en 1877. Gustave Courbet voulait éliminer un symbole impérialiste en s'attaquant au monument de la place Vendôme et il l'a payé très cher. Aujourd'hui, l'impérialisme est économique. La colonne continue à attriquer fièrement dans Paris et l'origine du monde est censurée sur Facebook. Plus de 130 ans après sa mort, le maître d'Ornans ne correspond toujours pas aux standards de la communauté. Comment aurait réagi le peintre communard en découvrant Tree de l'artiste américain Paul McCarthy, un plug anal vert de 25 mètres de haut exposé en 2014 par la FIAC aux côtés de la colonne Vendôme. À part par une crise hémorroïdaire, je veux dire. En tout cas, il doit certainement faire des saltos arrière dans sa tombe, en apprenant qu'une marque de joaillerie de la place Vendôme, proposant des rivières de diamants de synthèse payables en bitcoin, a choisi de s'appeler Courbet.